En 2020, le football a dû s'arrêter. À partir du mois de mars et en l'espace de quelques jours, la France entière découvre le confinement. Tous les stades ferment leurs portes, les compétitions s'arrêtent et les chaînes ne diffusent plus un seul match. Et le foot ne va pas être le seul à prendre cette décision. Tous les autres sports du monde vont s'arrêter, sauf un. En l'absence des compétitions majeures, les jeux vidéo deviennent le plus grand terrain de sport. Oh, elle est magnifique! Émotion, frisson garanti. Oh, la frappe et c'est le but! Oh, ce qui va coller! Alexandre Lacazette! Here's Jackson. C'est une victoire d'Esteban Ocon, bravo. En cette période de confinement, le e-sport découvre des ambassadeurs d'exception à l'image d'Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France. Ouais, il part à Arsenal, gros. Surpris en train d'effectuer son marché des transferts sur Football Manager. Le e-sport, ou autrement dit les compétitions de jeux vidéo en ligne, c'est un vrai phénomène de société. Depuis plusieurs années maintenant, des millions de personnes à travers le monde suivent des compétitions en ligne de jeux vidéo avec des joueurs professionnels comme dans les autres sports. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le monde du foot s'y intéresse. Les plus grands clubs ont leurs joueurs qui les représentent et ça commence même à se développer en Ligue 1. Ce phénomène pose plusieurs questions. Depuis quand le monde du foot et des jeux vidéo sont-ils liés ? Pourquoi est-ce que ces deux milieux se rapprochent de plus en plus ? Et enfin, le foot français est-il prêt à jouer le jeu du e-sport ? C'est ce que j'ai essayé de comprendre dans cet épisode en allant discuter avec 3 figures importantes de cette scène en France. Bruce Granek, ex-joueur pro sur des jeux de foot, le club du FC Nantes qui investit dans les compétitions de jeux vidéo en ligne depuis 3 ans, et MCES, une équipe française de e-sport qui collabore avec un club de Ligue 1. Je suis Semia Haddad et je suis avec Brice Bossavi qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le 9e épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Comme on le disait en introduction, le e-sport, c'est la grande tendance de ces dernières années. Une nouvelle pratique qui a pourtant eu du mal à être comprise par tout le monde, exemple dans le Grand Journal en 2014. Pour commencer, une addiction, une nouvelle. On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. J'avais compris. Ça a un nom. Non. Ça s'appelle Twitch. Twitch, c'est une plateforme en fait où les gens se filment live en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est pas une niche de geeks, c'est un vrai phénomène. Il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer Voilà. pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une Parce que désolation c'est ça. totale ce que vous me racontez, Mathilde. En 2020, selon Médiamétrie, un peu plus d'1 Français sur 10 ont regardé du e-sport dans l'année, ce qui représente 7,8 millions de personnes quand même. Mais pourquoi est-ce que ça intéresse le monde du football ? Parce qu'à la base, les deux univers sont très liés. Pour le comprendre, il faut d'abord un peu remonter dans le temps et reparler des liens entre foot et e-sport. Pour ça, j'ai longuement parlé avec la référence incontournable sur le sujet, le patron de la discipline. Il est français, il a 26 ans, il s'appelle Bruce Granek. Il a remporté son titre cette semaine à Madrid. Arnaud Ursule et Jean-Marie Lecartier l'ont rencontré, regardez. Cela ressemble à une chambre d'adolescent. C'est en fait un petit centre d'entraînement. 2 adversaires, 2 manettes, un écran. Bruce Granek prépare chaque compétition avec ses amis. 2 heures de jeu par jour, entre discipline de pro et divertissement. Bruce Granek a 33 ans et il est 4 fois champion du monde sur les jeux de foot FIFA, mais aussi Pro Evolution Soccer. C'est sûrement le premier à avoir vraiment symbolisé aux yeux du grand public le lien qui existe entre le foot et les jeux vidéo en France, et il m'a reparlé de son parcours. Bruce Granek découvre les jeux vidéo de football alors qu'il est tout jeune. On est dans les années 2000 et à ce moment-là, les compétitions de jeux de foot, c'était plutôt confidentiel. C'est vrai que nous, c'est vraiment le tout début. Hein. Ça se passait dans des salles des fêtes, etc. C'était vraiment plus amical qu'autre chose, que des passionnés. Voilà, au mieux, pour la plupart des tournois, tu gagnais des consoles à l'époque. Voilà, c'était déjà très bien, mais je veux dire, il n'y avait pas de somme d'argent folle, à part la Coupe du Monde, par exemple, ou des tournois internationaux. Mais ça, fallait déjà être parmi les meilleurs joueurs au monde pour y participer. Donc, moi, je jouais aux jeux de foot. Il y a eu l'arrivée du online, je crois que c'était sur PES 4. Et du coup, ça m'a permis un peu de jouer contre d'autres personnes, plutôt que des potes, etc. ou mes frères, parce que forcément,
tu peux pas avoir un réel avis sur ton niveau quand tu joues si peu de personnes, on va dire. Donc ça m'a permis de jouer contre des joueurs déjà de la France entière et même d'Europe, et donc de me tester et voilà, il y avait des sortes de ladders, etc. Des tournois, c'était amicaux, mais ça me permettait d'avoir de la continuité et de voir mon niveau, quoi. Et du coup, j'ai vu que ça se passait très bien. J'ai fait des rencontres sur Internet où on m'a expliqué qu'il y avait un circuit plus ou moins pro et que je devrais essayer vu mon niveau, etc. Mais moi, je connaissais pas du tout. Et du coup, un jour, je suis allé tenter un tournoi. J'ai eu la chance de le gagner tout de suite et en battant en plus 2 joueurs qui faisaient partie du top 5 FR, quoi. Donc à partir de là, forcément, je me suis dit, j'ai peut-être un petit niveau. Et puis derrière, j'ai enchaîné des tournois. C'est très bien passé. Et jusqu'à 1 an et demi après, devenir champion de France, champion du monde, etc., quoi. Et du coup, tu faisais ça à temps plein ou tu faisais des études où tu bossais à côté? Non, quand j'ai commencé, j'avais 16-17 ans. Du coup, j'étais encore à l'école. Donc voilà, je faisais des tournois, on va dire, le week-end et la semaine école. Mais forcément, ouais, c'était assez sport. Très vite, son hobby va devenir son métier. Bruce devient joueur pro sur PES et FIFA. Et pour gagner des compétitions, il faut s'entraîner comme les footballeurs. J'augmentais un peu la cadence les semaines qui précédaient une grosse compétition. Mais après, chacun a son mode de fonctionnement. Moi, j'aimais bien m'entourer de potes. Par exemple, ça pouvait être Zal, Braque et d'autres très bons joueurs à l'époque sur PES ou FIFA. Et on se faisait des petits tournois entre nous, des petites sessions, pour histoire de jouer différents styles de jeu, différents joueurs. Et ça te permettait de faire quelques ajustements au niveau de ta tactique. Et puis voilà, après, on va dire que la semaine qui précédait ou les 15 jours, une grosse compétition, je m'entraînais énormément avec d'autres joueurs pros, etc. On se réunissait pour répéter un petit peu les gammes. Mais après, juste avant une grosse compétition, en général, je touche pas au jeu. 1 ou 2 jours avant la compétition, bizarrement, j'avais pas envie de jouer. Et surtout pour avoir justement l'envie de jouer un peu pour la compétition, parce que voilà, on sait qu'en général une compétition ça peut prendre un petit peu le dessus sur le côté plaisir, on va dire, mais vu que j'avais joué énormément les jours, semaines qui précédaient, au bout d'un moment forcément t'es un petit peu en overdose et t'as moins envie d'y jouer, donc je faisais exprès de pas y jouer pour avoir un peu plus d'envie et de plaisir au moment de la compétition aussi. Pour Bruce Granek, il y a de vrais points communs entre les footballeurs et les joueurs de e-sport, notamment sur l'aspect mental. Ouais, il y a des préparations, déjà la rigueur, etc., parce que ça demande beaucoup d'entraînement. Donc forcément, il y a quelques similitudes à ce niveau-là, même si encore une fois, c'est sûr que c'est pas physique, mais c'est très 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 mental. C'est très dur, c'est éprouvant, parce que tu passes pendant un match ou une compétition par toutes les émotions, la déception, la joie par moment. Donc faut savoir gérer tout ça. Donc l'aspect mental est très important, parce que voilà, très vite, lorsqu'on marque un but, on peut se voir un peu trop beau et derrière se relâcher un peu et donc être puni. C'est vraiment très très dur. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des coachs aussi sur les jeux de foot. Ça permet vraiment d'aider énormément à ce niveau-là, surtout l'aspect mental. Donc après sur le sérieux aussi, c'est bateau, mais c'est comme dans tout. C'est sûr que si on fait la fête la veille d'une compétition, on se met pas dans les meilleures dispositions pour être performant. Donc voilà, je pense que si t'enlèves la partie physique, dans le reste, au niveau de la préparation, etc., il y a quand même pas mal de points communs. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier titre mondial, du moment où tu gagnes? Ouais, je m'en souviens. Déjà, c'était à Bercy, c'était sur Pro Evolution Soccer 5. Et oui, je gagne. En fait, c'est un sentiment qui est très bizarre. Ça m'a pas fait ça pour les autres fois où j'ai gagné, même si c'était toujours incroyable. Mais la première fois, en fait, quand tu gagnes une compétition comme ça, tu penses aux déceptions que tu as eues peut-être à certains tournois la saison passée, par exemple, que j'avais perdu, je pense, par manque d'expérience. Et tu te dis, le travail paye, quoi, parce que t'as pas lâché, tu t'es entraîné, t'as fait les choses bien, en fait, et t'es récompensé. Tu te dis, je l'ai mérité, j'ai bien fait les choses. Et du coup, t'es très content de ça, quoi. T'es très satisfait et d'une certaine manière, t'es un peu fier de toi, quoi. Au fur et à mesure des années, Bruce Granek va alors enchaîner les victoires et gagner 3 autres titres de champion du monde sur FIFA. Petit à petit, le monde du foot s'intéresse à lui et il se retrouve à jouer des matchs face à des stars du milieu, comme Karim Benzema par exemple. On sait que tu as joué contre des vrais grands joueurs de foot. Je pense notamment à Benzema. Est-ce qu'en jouant avec eux,
Le fait qu'ils jouent au foot dans la vraie vie, ça leur donne des aptitudes pour le FIFA ou PES. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on a des joueurs pros sur FIFA. Je pense par exemple des joueurs pros dans la vraie vie plutôt, mais qui sont très forts à FIFA. Je pense à Valentin Rongier par exemple, qui fait des 30-0 en FUT Champions. Voilà, c'est monstrueux et c'est pas le seul. Il y a d'autres pros qui sont très très forts. Ils ont forcément déjà, ils sont jeunes pour beaucoup. Du coup, ils ont grandi aussi avec FIFA et ils ont forcément une très bonne vision de jeu, une très bonne connaissance du foot. Donc ça peut être qu'un plus. Donc tu ressens ce petit truc. Oui, par exemple Benzema, je sentais que par exemple quand il combinait devant le but dans les 30 derniers mètres, il se trompait jamais. Karim Benzema opposé au champion du monde d'un jeu vidéo de foot dans un Real Barça virtuel. Tellement il accélère même pas. Moi, j'ai plutôt une bonne vision de jeu, j'arrivais à bien lire le jeu et il arrivait à me mettre en galère parce que je sentais vraiment son côté foot et il lisait très vite le jeu, donc c'était dur de le suivre. Il a vraiment ce côté offensif et même ce côté tueur devant le but. Voilà, il sait quand il peut tirer, il sait quand il faut pas tirer et puis voilà quoi, il le sait très bien et du coup, il prenait souvent la bonne décision devant le but, ouais. Justement, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de liens aujourd'hui entre le foot pro et le e-sport, avec des joueurs qui investissent dans le e-sport, des mecs comme Valentin Rongier ou Martin Terrier ou Bozok qui s'investissent aussi. Est-ce que tu as l'impression que ces deux domaines se rapprochent par rapport à ton époque ? Oui, ça se rapproche. En plus de ça, je pense que ça a donné beaucoup d'idées, notamment Twitch. On voit beaucoup de joueurs pros, même des joueurs internationaux comme je sais pas Agüero, Neymar. Voilà, on voit plein de joueurs streamer, etc. Même des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que c'est la tendance un petit peu. Il y a même Gareth Bale qui a lancé sa structure aussi. Il y a beaucoup de joueurs déjà parce qu'ils aiment l'e-sport pour la plupart, parce que forcément, la plupart de ces joueurs-là, ils ont 30 ans max ou ils ont un tout petit peu plus ou alors même moins. Et du coup, ça leur parle tout cet univers, quoi que ce soit Twitch, l'e-sport, etc. Donc forcément, ils jouent beaucoup à FIFA ou à d'autres jeux, donc ils s'y intéressent. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de joueurs professionnels de foot qui lancent leur structure ou en tout cas qui s'y intéressent, même les sportifs tout court, parce que voilà, on l'a vu ces derniers temps, notamment avec le confinement, il y a eu énormément de sportifs. Ils regardent souvent des lives, notamment sur Twitch. Ils sont très intéressés par ce milieu-là parce que c'est une tranche d'âge qui baigne aussi un peu là-dedans, quoi. Des tournois dans des salles des fêtes dans les années 2000 au match face à Karim Benzema, Bruce Granek a en fait vu le e-sport devenir un phénomène de société. Et depuis quelques années, les jeux vidéo intéressent les footballeurs, mais aussi les clubs. En l'espace de 4 ans, 7 équipes de Ligue 1 ont ouvert des structures de e-sport professionnelles dans leurs clubs. Le PSG, Lyon, Monaco ou Lille ont ainsi recruté des jeunes joueurs pour les représenter dans des compétitions de jeux en ligne tout au long de l'année. Pour comprendre pourquoi ces clubs de Ligue 1 s'intéressent à l'e-sport, je suis allé parler avec l'un d'eux, le FC Nantes. En 2016, c'est l'un des premiers avec le PSG à s'être intéressé au sujet. Et comme te l'a raconté Baptiste Uriez, le directeur marketing des Canaries, se lancer dans ce secteur à l'époque, c'était assez inédit. Avant d'arriver au FC Nantes, en fait, je suis passé notamment par M6. Et à M6, je travaillais sur les sujets de jeux vidéo, autour de carrément jeux vidéo, autour de jeuxvideo.fr. Et en arrivant au FC Nantes, en fait, il y a une personne qui m'a contacté, qui est Adrien Viau, qui est ancien champion du monde FIFA. Et avec le contact d'Adrien et avec le fait que le PSG se soit lancé, plus d'autres équipes au niveau international, on s'est dit pourquoi pas le FC Nantes. C'était plutôt inédit effectivement parce qu'il y avait que le PSG qui s'était lancé. Après il y avait d'autres clubs qui réfléchissaient, qui ont lancé leur structure juste après nous. Le but c'était pas forcément d'être premier, deuxième ou quoi que ce soit, c'était vraiment de lancer notre structure. Mais je sais que Lyon, Monaco et Lille s'est lancé juste après nous et ça a permis de développer justement l'e-sport au sein des clubs de Ligue 1 et de rendre le message un peu plus compréhensible au niveau du grand public aussi. Et comment ça s'est passé quand vous êtes ensuite allé voir la direction du club en leur proposant ce partenariat ? Moi, c'est même pas un partenariat en fait. On est allé voir la direction du club pour expliquer les tenants et aboutissants de l'e-sport, pour expliquer pourquoi on faisait ça et pourquoi c'était intéressant de faire ça pour le FC Nantes. Et en fait, avec un business model, avec
des étapes expliquées pas à pas. On a réussi à convaincre le président et son fils. Ça nous a permis de déclencher en fait des budgets pour recruter des joueurs sur FIFA, après des joueurs sur PES, des joueurs sur Football Manager, etc., etc. Et c'est grâce à cette démocratisation de l'e-sport, à des explications plutôt assez importante étant donné que c'est un marché qui peut être compliqué pour ceux qui sont pas dedans. Ça a permis vraiment de lancer la structure et de se développer. Vous avez combien de personnes qui sont dans la section e-sport actuellement, joueurs, entraîneurs, etc. On en a une quinzaine en fait. On a 5 joueurs League of Legends, 3 coachs, 2 joueurs FIFA, 1 joueur Football Manager, 2 joueurs Fortnite. On a Adrien Viau qui s'occupe de la structure au global. Et puis moi qui m'en occupe aussi au quotidien. Après, le but, c'est que pour l'instant, cette structure, elle dépend du marketing, comme toutes les autres structures en France. Mais le but, ça serait de faire rejoindre cette structure la direction sportive, au même titre que la formation, au même titre que les féminines. Ça aurait beaucoup plus de poids dans le développement du club, de pouvoir mettre en place cette structure au sein de la direction sportive. Pour s'insérer dans le secteur du e-sport tranquillement, le FC Nantes va d'abord se concentrer sur ce qui paraît le plus logique, les jeux vidéo sur le thème du foot. On s'est lancé en fait avec des jeux de foot pour raconter une histoire et pour que cette histoire soit compréhensible au niveau du grand public, dans le sens où si on s'était tout de suite lancé sur Counter-Strike ou Fortnite, on n'aurait pas forcément compris pourquoi le FC Nantes se lançait. Et donc là, se lancer sur des jeux de foot tels que FIFA, PES ou Football Manager, ça nous permettait de raconter une histoire qui était beaucoup plus compréhensible au niveau du public, et ça nous a permis vraiment d'aller sur des choses qu'on connaît, c'est-à-dire du foot en tant que tel, et puis des communautés qui sont quand même assez proches entre ceux qui jouent à FIFA et ceux qui suivent le foot, c'est assez proche. Donc on a pu faire pas mal d'animations au stade ou au niveau en ligne pour pouvoir vraiment commencer à raconter une histoire autour de l'e-sport. Et si je précise qu'ils se sont d'abord lancés dans les jeux autour du foot, c'est parce qu'aujourd'hui, le FC Nantes s'est étendu à d'autres types de jeux. On s'est développé ensuite sur League of Legends, sur Fortnite, où là aussi on a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait initialement. On a pu légitimer un peu plus la structure e-sport du club parce que en se lançant que sur FIFA ou que sur PES, c'était assez limité. Le e-sport, c'est loin d'être que du foot avec FIFA ou PES. D'ailleurs, les jeux les plus populaires de cette discipline, ce sont des jeux de stratégie ou de tir. Par exemple, le jeu le plus populaire dans le monde du e-sport, c'est League of Legends, un jeu de stratégie dans lequel 2 équipes s'affrontent pour détruire la base de l'équipe adverse. Chaque année, les championnats du monde de cette compétition réunissent entre 1 et 3 millions de personnes sur la plateforme de diffusion Twitch. Mais il y a aussi Fortnite, un jeu de tir en ligne dont votre petit cousin vous a sans doute déjà parlé. Véritable phénomène de société ces dernières années, Fortnite organisait l'année dernière sa première Coupe du Monde. 2 millions de spectateurs ont assisté à la finale, durant laquelle l'Américain Buga s'est imposé. Sa récompense, 3 millions de dollars. Et justement, le FC Nantes s'est lancé sur ces 2 jeux l'année dernière. Est-ce que les clubs de foot qui vont sur FIFA ou sur PES dans la tête des gens, c'est logique, mais est-ce que c'est aussi naturel d'aller vers des jeux comme Fortnite, LoL, etc. Non, c'est pas forcément aussi naturel. C'est clair que l'écart est un peu plus important et qu'il faut raconter un peu plus de choses autour de ces jeux-là. Mais encore une fois, beaucoup de clubs ont fait ça avant nous, donc ça a permis d'arriver de façon plus simple, forcément parce que des clubs à l'étranger ou des clubs en France l'avaient déjà fait. Mais c'est vrai que des jeux comme Counter-Strike ou d'autres, on peut se poser la question de faire ça ou pas pour le club, quoi. Pour le FC Nantes, cet investissement sur le terrain du jeu vidéo a plusieurs intérêts. Avoir une image plus jeune, toucher aussi un nouveau public qui pourra s'intéresser à leur club de foot par la suite, et sur le long terme, débloquer de nouveaux revenus avec de nouvelles marques dans le monde du jeu vidéo.
En fait, le but, c'était vraiment initialement de moderniser l'image de marque du club en touchant des nouvelles cibles, en touchant des personnes qu'on n'a pas forcément dans les tribunes dans un premier temps. La structure e-sport au sein du club, c'est avant tout un enjeu d'image, de création, de fédération, de communauté. Est-ce que vous avez déjà vu des effets positifs pour le club via ces partenariats dans l'e-sport ? Ouais, forcément, ouais, on voit beaucoup d'effets positifs en termes d'image, en termes de communauté, en termes de nouveaux marchés, d'élargissement de territoire de marque. Et ça, c'est hyper intéressant pour le FC Nantes parce que, au même titre qu'on a pu développer le foot féminin il y a maintenant 5-10 ans, que ce soit à Nantes ou que ce soit dans les autres clubs, l'e-sport, ça permet encore une fois d'aller plus loin et d'élargir le territoire de marque du club. Et vous avez vu des nouvelles personnes s'intéresser au FC Nantes ? Ouais, tout à fait, ouais, à travers nos communautés, à travers Twitter, Twitch, à travers les activations qu'on faisait sur place à la Beaujoire ou même les tournois qu'on organisait en dehors des matchs. On a vu des gens qu'on connaissait pas forcément par ailleurs et puis on s'est développé ensuite sur League of Legends, sur Fortnite, où là aussi on a pu aller beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait initialement. On a pu légitimer un peu plus la structure e-sport du club parce que en se lançant que sur FIFA ou que sur PES, c'était assez limité. Donc on a pu aller voir des nouvelles marques comme Material.net par exemple, qui est maintenant notre sponsor, qui n'était pas forcément il y a 2-3 ans quand on s'est lancé que sur FIFA ou que sur PES, mais qui l'est maintenant parce que notre modèle est beaucoup plus pertinent sur la scène e-sport en tant que tel. Et depuis 4 ans, les plus hautes instances du football se sont lancées à leur tour dans le e-sport. En 2016, la Ligue de football professionnel, qui organise la Ligue 1 en France, lance la e-Ligue 1, le championnat de France de football sur FIFA. Et pour bien faire les choses, ils vont nouer un partenariat avec la chaîne de télé beIN Sport, qui va diffuser les matchs sur son antenne, avec Bruce Granek en co-présentateur. Votre magazine de football virtuel. Vous l'entendez ? Ah, il y a du bruit. Vous l'entendez ? On est en direct sur beIN Sport. En direct et en clair pour la grande finale de cette compétition qui aura duré plus de 6 mois, Bruce. On remercie quand même le public d'être là parce que c'est quand même assez particulier. Ah, tu vas les réchauffer là. Ah bah oui, allez. Forcément, j'étais joueur et pas commentateur ou de compétition, etc. Donc par la suite, j'ai arrêté ma carrière de joueur. Donc j'ai commencé à co-caster des compétitions avec Braque. Donc on va dire mon acolyte depuis très très longtemps. Parce que lui, il faisait ça déjà depuis un petit moment. Et puis voilà, un jour, on va dire que ça s'est fait naturellement, parce que beIN commençait à s'intéresser à l'e-sport. Et donc, il y avait des compétitions qui se lançaient autour des clubs et autour de FIFA. Et du coup, vu qu'avec Braque, on a l'habitude de commenter pas mal de choses, on nous a proposé justement de cette émission autour de la e-Ligue 1. C'est sûr que c'est nouveau, voilà, t'es pas chez toi, t'arrives sur un plateau, il y a du monde autour de toi, donc ça rajoute un petit peu de pression. Mais ça s'est fait très naturellement et puis voilà, c'est un milieu qu'on connaît très bien. Puis forcément, beIN, ça parle à tous les passionnés de sport, de foot, donc pour nous c'était plus un rêve qu'autre chose. Donc non, c'était impossible à refuser. Chaque semaine, des représentants des différents clubs de la e-Ligue 1 s'affrontent donc dans des matchs sur FIFA, retransmis sur la chaîne beIN Sport. Selon Bruce Granek, c'est un grand pas en avant pour le e-sport en France, notamment parce que ça incite le foot français à se lancer dans le domaine. Ça y contribue en tout cas, parce qu'on voit que les clubs de foot, par exemple, se sont introduits dans l'e-sport de manière assez massive ces dernières années. Voilà, là, il y a l'OM, il y a pas longtemps, c'était l'un des gros clubs français qui était pas encore trop investi au niveau de l'e-sport, là, qui vient de se lancer. Donc, forcément, ça a poussé des clubs, quasi tous les clubs déjà, parce que voilà, avec ce format, forcément, il y a des joueurs qui gagnent le droit de représenter tel ou tel club, mais il y a aussi des joueurs qui signent de manière professionnelle et qui ont un contrat, etc. sur ces clubs. Donc, ça donne des idées à beaucoup de monde et puis ça apporte un petit peu de visibilité. Et puis je pense que ça leur permet aussi de toucher un peu un autre public, peut-être un public un peu plus jeune. Tu penses que c'est la e-Ligue 1 qui a incité les clubs de foot pro à lancer aussi leurs équipes de e-sport ? Ça, c'est une certitude, puisqu'avec l'e-Ligue 1, on a vu énormément d'équipes se lancer et s'y intéresser de plus en plus. Donc, on va dire que ça a donné des idées, oui, à beaucoup de clubs.
Et quand j'ai posé la question au FC Nantes, on m'a répondu la même chose. Est-ce que le fait que la Ligue 1, la LFP ait organisé une compétition de la Ligue 1, est-ce que ça a été quelque chose de positif aussi pour vous et pour les autres clubs Tout à fait, ouais, c'est ultra positif. Honnêtement, ça a permis vraiment de booster l'e-sport en France. Nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Donc, on essaye vraiment d'expliquer notre stratégie au maximum de personnes, au maximum de directions dans chaque club pour pouvoir vraiment mettre en place une compétition d'envergure en France comme l'est la Ligue 1, mais comme pourrait l'être d'autres sur d'autres jeux. Ça permet de légitimer un peu notre structure et ça permet d'espérer pourquoi pas un championnat entre clubs, avec l'ensemble des clubs sur le même modèle que le championnat de foot. Donc il y a plein de choses à espérer, il y a plein de choses à développer. La scène e-sport, notamment sur FIFA, elle n'est pas encore forcément mature. Donc il y a toutes ces choses-là à développer pour qu'ensuite le modèle économique soit rentable pour chaque club. Et en dehors du FC Nantes, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, en Ligue 1, le e-sport dans les clubs, ça devient un vrai sujet ? Ouais, tout à fait, ça devient un vrai sujet grâce à la Ligue notamment qui fait un énorme travail sur le sujet e-sport. Ils vont mettre en place un nouveau format de la Ligue 1, ils vont responsabiliser les clubs, ils font un vrai travail d'évangélisation aussi de l'e-sport au sein des autres clubs. Donc on voit que de plus en plus de clubs se lancent et c'est super. Et vous avez d'autres clubs qui viennent un peu vous consulter pour voir comment vous avez fait ? Ouais, tout à fait. Il y a plein d'autres clubs qui viennent nous consulter, que ce soit à Nantes ou que ce soit à Lyon, Lille, le PSG ou Monaco. Et nous, par rapport à ça, on est transparent parce que même si on est concurrent sur le terrain, sur la partie e-sport, sur la partie marketing, on peut vraiment partager le maximum de choses. Et moi, j'encourage tous les clubs à se lancer parce que ça permet vraiment énormément de choses et ça permet vraiment de se développer en tant que club, quoi. Comme le FC Nantes, plusieurs autres clubs de Ligue 1 ont investi dans le secteur du jeu vidéo. Et les échanges entre monde du e-sport et football professionnel sont aujourd'hui de plus en plus fréquents. À tel point que certains clubs de foot s'associent même directement avec des clubs de e-sport professionnels. C'est par exemple le cas de MCES. En seulement 2 ans, cette équipe de e-sport basée à Marseille a réussi en très peu de temps à devenir un acteur important du milieu en France, tout en nouant des partenariats avec le monde du foot français. J'ai appelé Romain Sombré, le président du club. Depuis 2 ans maintenant, son équipe a noué un partenariat un peu particulier avec un club de Ligue 1, le LOSC de Lille. Moi, j'habite Marseille, donc logiquement, j'ai appelé le LOSC. Ça paraît logique, non? Non. Au début, on a contacté l'OM pour être tout à fait transparent. Avant même qu'on ait lancé le projet, pour leur parler de l'idée, parce que moi, je travaille avec le club. Et à l'époque, la direction n'était pas très très motivée, pas très intéressée par l'e-sport, voire même un peu en rejet du jeu vidéo. Il se trouve qu'il y a un ancien de l'OM qui s'appelle Baptiste, que je connaissais parce que j'avais travaillé avec lui, qui était en stage à l'époque à l'OM, qui a intégré le LOSC et qui m'a appelé un jour en me disant voilà Romain, j'ai vu que tu te lançais dans l'e-sport. Ils étaient en contrat avec une autre équipe qui s'appelle Gamers Origin et ils avaient envie de mettre un peu de sang neuf. Donc on a réfléchi ensemble en fait à comment on pourrait coproduire une équipe, parce que ce que voulait pas le LOSC, c'était repartir sur un modèle. On est le LOSC e-sport, une équipe qui est opérée par quelqu'un en marque blanche en dessous, et donc on a décidé de lancer une marque commune, LOSC MCES, avec des réseaux social media communs, avec une chaîne Twitch, avec tout le dispositif de com aussi, et pas dans un modèle de prestataire, mais vraiment dans un modèle de partenaire où on y va ensemble et on partage les coûts, les bénéfices, les bonnes choses, les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Donc c'était un peu nouveau déjà dans le monde de l'e-sport. On a lancé ça la première année. On a fini vainqueur sur la partie PS4 et finaliste sur la partie Xbox. Donc les résultats étaient là. Comme la plupart des clubs de foot qui se lancent dans le e-sport, la première année était consacrée aux jeux de football, pour ensuite s'ouvrir à d'autres jeux. On a commencé à entamer des discussions avec le LOSC pour les faire venir sur un autre jeu qui nous est très cher et qui est très facile à activer, qui est Fortnite.
Et voilà, on en est arrivé après plusieurs mois de discussion, parce que dans un club de foot, aller sur Fortnite, c'est pas évident, forcément. Mais on en est arrivé à faire l'annonce qui est sortie il y a 2 jours et qui a explosé tous les records d'engagement sur les réseaux sociaux, même pour le LOSC. Même pour la section foot du LOSC, il y a très très peu d'activations où ils ont eu autant d'engagement. Dans cette vidéo d'annonce dévoilée le 15 décembre dernier, on voit des images du jeu Fortnite se mélanger avec des extraits de matchs du LOSC. En quelques heures, la vidéo va en effet faire plusieurs dizaines de milliers de vues, comme si c'était une annonce de transfert. Depuis, le LOSC a donc 3 jeunes joueurs qui les représentera dans les compétitions officielles sur Fortnite tout au long de l'année. Et comme me l'a expliqué Romain Sombré, même si Fortnite n'est pas un jeu de foot, l'opération est une réussite pour une raison: la section e-sport du LOSC respecte la philosophie de l'équipe qu'elle représente. Je pense que là, pour le coup, l'opération qu'on a fait avec le LOSC est un très très bon exemple de quelque chose de réussi, parce qu'on n'a pas trahi l'ADN du club du LOSC, je veux dire, on a su, à travers l'opération de communication qu'on a fait, les vidéos qu'on a sorties, montrer la cohérence entre les deux, rester sur une logique de développement de talent, donc qui est quand même le grand credo du LOSC. Donc c'est des petits jeunes qu'on a pris en devenir, qui sont des futurs grands, on l'espère, en tout cas des petites pépites. Et la communauté a très 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 bien réagi. Vraiment tous les retours qu'on a pu avoir et voir dans les différents fils des réseaux sociaux sont hyper positifs. Donc il y a moyen de le faire. Je pense qu'il faut se dire, pour le club, on ne sait pas faire, on s'associe avec des professionnels du domaine, et c'est vraiment la posture qui est d'ailleurs très agréable du LOSC, c'est que dans tous les calls qu'on fait en préparation, c'est vous les experts. Et selon vous, pourquoi est-ce que depuis 3 ans, pas mal de clubs de Ligue 1, que ça soit Lille, Lyon, Nantes, Marseille récemment du coup, se lancent dans le e-sport? Elles ont pas tous les mêmes objectifs, mais un objectif commun qui est, je pense, de regarder un peu ce qui s'y passe. Donc, en faisant ça, c'est un peu une façon de dire, ok, on teste, on voit, on rencontre les acteurs de l'écosystème, on travaille 6 mois avec un tel, 1 an avec l'autre, et ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a déjà une première étape qui est de comprendre ça, et les clubs se lancent parce que ils se disent qu'il se passe un truc et qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Après, le deuxième, c'est bien sûr, c'est de penser que ils vont pouvoir toucher de nouvelles communautés, ce qui est le cas. Ça permet de toucher de nouvelles communautés, mais à la hauteur de l'investissement qu'on y met. Si on met pas beaucoup d'argent, on va toucher les communautés, mais pour faire simple, si tu veux recruter un super joueur Fortnite ou un streamer, ça va te coûter 10 000 € par mois. Et si tu es là pour l'année, le budget de 10 000 €, tu vas recruter un joueur moins connu, donc tu vas moins être en capacité d'attirer ces communautés. Donc il y a une vraie question de budget, comme dans le foot, comme la logique des clubs de foot, quoi. Pour Romain Sombré, président de MCES, les clubs de foot peuvent tout à fait se lancer dans le domaine du e-sport. Mais il faut bien faire les choses, pas juste vouloir surfer sur une mode. Je leur dis souvent, et on en parle souvent, il faut aussi avoir une vision long terme, faire des coups, aller dans l'e-sport pour se dire on va aller choper des nouvelles communautés à qui on va vendre nos maillots. Ça marche pas et ça marchera jamais. L'e-sport, c'est comme tout domaine, il faut du temps, il faut monter en puissance, en compétence, en connaissance, se faire connaître, donner à la communauté pour qu'elle vous renvoie. Et on peut pas y aller juste en disant je m'appelle le PSG, Manchester City ou le Barça, peu importe. Je sais pas si tu connais un petit peu le domaine, mais c'est des échecs souvent parce qu'il n'y a pas le bon niveau d'implication, que c'est que le marketing qui gère ça, que c'est pas forcément une décision stratégique du club, vraiment une volonté d'y aller. Donc souvent l'e-sport est géré par le petit stagiaire du digital à qui on donne ça en disant voilà, on te donne 20 000 € et fais des miracles. Donc ça marche pas et ça marchera jamais. En 2020, plus que jamais, la frontière entre le réel et le virtuel aura été extrêmement fine. On est par exemple passé très vite d'un verre en terrasse à un apéro Skype. Et pour le sport, c'est pareil. D'un coup, une grande partie de la population s'est rendu compte que le sport pouvait aussi être numérique. Le football français, lui, est en train d'en prendre conscience à son tour. Les plus gros clubs du championnat commencent tous à développer leurs cellules e-sport, que ce soit sur FIFA, sur PES ou sur des jeux un peu plus éloignés de leurs univers comme ceux de stratégie ou de tir. C'est un moyen facile de conquérir de nouveaux marchés tout en se donnant une image un peu jeune.
Mais comme on l'expliquait aussi, il faut que ce soit fait de manière intelligente et sincère, pas uniquement marketing. Et il semblerait que les différentes équipes de Ligue 1 en aient bien conscience. La plupart font les choses petit à petit ou collaborent avec des équipes de e-sport. Alors bon, la prochaine fois que vous verrez votre petit frère passer des heures devant son ordi, attendez un peu avant de lui dire d'aller jouer au ballon dehors. On sait jamais, il pourrait être un jour recruté par un club de Ligue 1. Je suis Brice Bossavi. Je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le 9e épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free, Ligue 1, Uber Eats. On vous donne rendez-vous au prochain épisode, on vous parlera de la retraite des footballeurs. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à la Fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.